Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 196, donc toujours un exercice de probabilité. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un processus de Markov, c'est-à-dire un processus avec un certain nombre d'étapes, et à chaque fois, le passage d'une étape à la suivante peut être décrit suivant les mêmes conditions, donc des conditions qui ne dépendent pas du temps. Donc là, dans cet exo, on vous dit qu'on dispose de deux urnes U1 et U2 qui peuvent être vides, et de deux jetons qui sont mis dans les urnes. Et à chaque étape, on choisit aléatoirement l'une des urnes, et si l'urne contient au moins un jeton, alors on prend un jeton dedans et on le met dans l'une des deux urnes au hasard. Donc il peut très bien revenir dans l'urne dans laquelle il est, ou aller dans l'autre. Et si jamais l'urne est vide, on prend un jeton dans l'autre urne et on le met aléatoirement dans l'une des deux urnes. Donc pareil, il peut rester dans la même urne qu'au départ ou passer dans l'autre urne. Donc après on note xn, la variable représentant le nombre de jetons dans l'urne U1 au bout du nème tirage, donc à l'issue du nème tirage. Et on note des vecteurs, un égale p de xn égale 0, p de xn égale 1, p de xn égale 2, u0 qu'on définit par pqr. Donc pqr, a priori ici, bon, on ne sait pas, mais à la limite peu importe, vous verrez que ça n'a aucune espèce d'intérêt pour cet exercice. Et a qui est égal à cette matrice-là. Donc en gros, quand on fait un processus de Markov, en général, l'idée c'est de décrire tous les états qu'on peut avoir à un instant donné. Et comme le passage d'un état au suivant ne dépend pas du temps, on va pouvoir décrire ce passage d'un passage à l'état suivant à l'aide d'une matrice. Et le but étant d'écrire ici, on va écrire, vous verrez un peu plus tard, que un plus 1, c'est AUN. Alors des fois, c'est énoncé un peu pervers ou enfin mesquin, il faudra prendre T de A au lieu de prendre A, mais globalement, c'est ce genre d'idée. Donc d'abord, on demande de donner une base du noyau de A, on déduit une valeur propre de A. Donc pour chercher le noyau de A, il y a différentes manières de faire. Bien sûr, on peut poser l'équation AX égale 0. Ici, dans le corrigé, j'ai choisi de regarder le rang de A. Donc on voit bien que la colonne C1 et la colonne C3 forment une famille libre. Donc la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes est au moins égale à 2. Ensuite, je me rends compte que C1 moins 2C2 plus C3 est égal à 0. Donc j'ai une relation entre les trois colonnes, une combinaison linéaire des trois colonnes qui s'annule. Ce qui me dit que le rang va être au plus égal à 2. Et comme il est au moins égal à 2, au plus égal à 2, il est égal à 2. Donc le théorème du rang s'applique, me dit que la dimension du noyau c'est 1. Donc comme la dimension du noyau c'est 1, 0 est valeur propre de A. Alors le problème c'est qu'en écrivant ça, on n'a pas complètement répondu à la question parce qu'on voulait une base du noyau. Et là j'ai juste donné sa dimension. Donc pour donner une base du noyau, je vais réutiliser la dimension et cette propriété-là. Donc cette propriété ici me disait que j'avais cette combinaison linéaire de colonnes qui s'annulait. Cette combinaison linéaire de colonnes, C1 moins 2C2 plus C3, peut être obtenue en calculant le produit matriciel de A fois ce vecteur colonne là. Donc on a en fait A fois le vecteur colonne 1 moins 2, 1 qui vaut 0, ce qui m'assure que ce vecteur colonne est dans le noyau. Donc du coup, comme il est dans le noyau, vect de ce vecteur est inclus dans ker de A, et vect de ce vecteur-là, c'est dimension 1, ker de A, c'est dimension 1, donc j'ai une inclusion égalité des dimensions, donc mon noyau est égal à ce vecteur-là. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas complètement répondu à la question, mais ce vecteur-là, c'est la famille composée de cet unique vecteur, est une famille libre parce que le vecteur est non nul, et génératrice du noyau, parce que le noyau c'est vect de cette famille-là, donc c'est une base du noyau. Alors j'insiste, hein, on n'est pas du tout obligé de faire ça comme ça, vous pouvez aussi faire en posant le système AX égale 0, ce qui vous donnera le même noyau a priori, enfin le même vect à la fin. Montrer que A admet au moins trois valeurs propres distinctes, A, B et C, et qu'elle est diagonalisable. Donc là, le plus simple ici, c'est d'appliquer le calcul, enfin de calculer le polynôme caractéristique. Donc on va calculer qui A, c'est-à-dire le déterminant de x fois identité moins A. Et en fait, on se rend compte que dans A, la somme sur chaque colonne était égale à 1. Et donc il y a une opération qui serait intéressante à faire pour ce calcul-là, c'est de faire L3 reçoit L1 plus L2 plus L3, vous pouvez le faire dans L1 si vous voulez, enfin comme vous voulez, peu importe. Et l'intérêt étant qu'on va faire apparaître une ligne à l'arrivée dans laquelle il y aura x-1, 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 donc on pourra factoriser par x-1, et après faire des opérations sur les colonnes cette fois-ci, en faisant par exemple C2 reçoit C2 moins C1, C3 reçoit C3 moins C1, et comme il n'y avait que des 1 ici, je vais faire apparaître une ligne avec 1, 0, 0, et donc je pourrai ensuite développer par rapport à cette ligne-là, qui me ramènera un déterminant de 2, et je calculerai plutôt bien. Donc en tout cas ici, on obtient que le polynôme caractéristique c'est égal à ça. Et du coup, on trouve que le spectre est composé de trois valeurs propres, 0, 1,5 et 1. Et ça correspond bien à ce qu'on nous demandait dans l'énoncé. Alors après, on a A, une matrice de taille 3
qui admet 3 valeurs propres réelles, une matrice de M3 de R qui admet 3 valeurs propres réelles, donc d'après le cours, elle est diagonalisable directement. 3 valeurs propres réelles, bien sûr, distinctes, mais bon, c'était une évidence ici. Trouver un vecteur propre associé à C. Donc ici, mon C est égal à 1. Donc on résout le système A moins IX égale 0, et on trouve E1 de A égale ce vecteur-là. Donc j'ai trouvé un vecteur propre. Je vous rappelle qu'un vecteur propre, c'est un élément non nul de l'espace propre. Donc je prends n'importe quel élément de E1 de A, sauf le vecteur nul. 1 de 1, ça marche, mais j'aurais pu prendre 2, 4, 2, ou 1 demi, 1, 1 demi, etc. Alors remarquez d'ailleurs au passage qu'une des propriétés qu'on connaît sur les matrices, c'est que le spectre de A est égal au spectre de sa transposée. Ok, mais n'oubliez pas que le spectre de A et le spectre de cette, les espaces propres de A et les espaces propres de sa transposée ne sont pas les mêmes. On voit bien ici qu'on a trouvé E1 de A est égal à ça, donc vec de 1 de 1. Et si on cherche l'espace propre associé à la valeur propre 1 pour T de A, donc pour T de A, les colonnes ici vont devenir des lignes. Donc on aura la somme sur chaque ligne qui fera 1. Et comme la somme sur chaque ligne fera 1, ça nous dira que le vecteur 1, 1, 1 est un vecteur propre de T de A associé à la valeur propre 1. Et on voit qu'on n'aura pas le même espace propre parce que 1, 1 et 1 de 1, ce ne sont pas des vecteurs collinéaires. Bon, ensuite, on vous dit qu'on admet que 1, 0, moins 1 est un vecteur propre. Donc l'intérêt, c'est que comme ça, on aura une base formée de vecteurs propres parce qu'on avait un élément du noyau. Donc un vecteur propre associé à la valeur propre 0, un vecteur propre associé à la valeur propre 1 et un dernier associé à la valeur propre 1,5. Donc comme ça, on pourra faire poser la matrice P sans problème. Là, on vous dit on admet que, l'énoncé aurait très bien pu vous demander vérifier que, sachant que quand on vous donne le vecteur propre, il suffit de calculer A fois ce vecteur propre et vérifier que c'est bien un multiple de lui-même. Et quand je calcule A fois ce vecteur-là, je trouve bien 1,5, 0, moins 1,5. Et donc, du coup, j'ai bien ce que je voulais. Bon, alors ensuite, du coup, quelle matrice P on va poser? On va prendre les vecteurs propres dans l'ordre. Est-ce qu'on nous impose un ordre que les 1 est tel que P-1 P soit diagonale? Donc là, on ne nous impose pas d'ordre dans les vecteurs. Donc je veux avoir que des 1. Donc éventuellement, si ici vous aviez eu 2, 4, 2, je vous rappelle que vous pouvez choisir un autre vecteur propre en divisant par une constante non nulle, donc divisé par 2 pour vous ramener à 1, 2, 1. Donc on a posé cette matrice-là, et les propriétés des matrices de changement de base nous permettent de conclure. Alors ensuite, on va passer vraiment à la partie probabilité. Justifier rapidement que AI plus 1, J plus 1 est égal à ça. Donc là, l'idée, ce n'est pas de tous les faire, c'est d'en faire quelques-uns qui soient représentatifs. Donc là, donc je prends, sachant xn égale 0, donc je vais m'intéresser à la colonne, à la première colonne. Donc la première colonne va correspondre à l'événement P sachant xn égale 0. Et sachant xn 0, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que l'urne U1 est vide à l'issue du énième tirage. Donc dans le énième tirage, on vous dit on choisit U1 ou U2. Mais si on choisit U1, l'urne est vide, donc on va piocher dans U2. Si on choisit U2, on pioche dans U2. Donc quoi qu'il en soit, on piochera un jeton dans U2 et on le mettra de façon équiprobable. Alors on dit équiprobable, l'énoncé dit au hasard, donc c'est pas très précis, mais si c'était autre chose, on ne pourrait pas faire l'exercice. Donc on va partir du principe que c'est équiprobable. Et on le mettra, ce jeton-là, soit dans U1, soit dans U2, de manière équiprobable. Si on le met dans U1, alors U1 contiendra un jeton. Si on le met dans U2, alors U1 reste vide. Donc du coup, sachant xn égale 0, on peut avoir quoi comme événement? Xn plus 1 égale 1 si on a choisi de mettre le jeton dans l'urne 1, qui a une probabilité 1,5, soit xn plus 1 égale 0 si on a choisi de mettre le jeton dans l'urne 2. Et on remarquera qu'on ne peut pas avoir xn plus 1 égale 2, c'est un événement impossible, parce que de toute façon il y a un seul jeton qui bouge, donc l'écart entre le nombre de jetons dans un à l'instant n et à l'instant n plus 1 est au plus égal à 1. Après pareil, sachant xn égale 1, donc c'est un cas qui est un peu différent, parce que sachant xn égale 1, on peut piocher le jeton dans chacune des deux urnes. Donc, bon, là j'ai fait rapidement le cas xn égale 2, on aurait pu éventuellement s'en passer en disant que c'était symétrique par rapport au cas xn égale 0, mais il est bien important de s'intéresser au moins à ces deux cas-là, qui sont quand même très différents au niveau des écritures. Donc si on note... alors là le problème c'est qu'on peut choisir l'urne 1 ou l'urne 2, donc on va noter les événements C1, événement choisir l'urne 1, C2 choisir l'événement choisir l'urne 2, ou n plus 1e tirage, J1 mettre le jeton dans l'urne 1 ou n plus 1e tirage, J2 mettre le jeton dans l'urne 2, et du coup, sachant xn égale 1,
la probabilité de prendre C1 ou C2, donc de choisir l'urne 1 ou l'urne 2, ça vaut 1,5. En fait, c'est même indépendant de xn égale 1. Enfin, oui, c'est indépendant. Attention, le fait de piocher enfin de prendre le jeton dans l'urne 1, c'est autre chose. Là, ce ne sera pas indépendant par contre. Sachant xn égale 1, mettre le jeton dans J1 ou dans J2, bah, c'est pareil, c'est 1,5 aussi. Et CI et J indice J sont indépendants. Alors parce que le choix de l'urne et dans laquelle on va prendre enfin on va essayer de prendre le jeton, et le choix de l'urne dans laquelle on va mettre le jeton sont complètement indépendants dans l'énoncé. Alors on va appliquer notre formule des probabilités totales pour calculer P sachant xn égale 1 de xn plus 1 égale 0, avec comme système complet d'événements C1, C2. Alors remarquez bien ici que notre formule des probabilités totales est valable pour n'importe quelle probabilité, et ici je l'applique à la probabilité sachant xn égale 1. Donc vous voyez, je rajoute mon événement C1 d'un côté, C2 de l'autre. Et derrière, ben, je regarde ce que ça veut dire si j'ai C1 et xn plus 1 égale 0. Ça veut dire donc que j'ai choisi l'urne 1. Comme dans l'urne 1, il y avait un jeton, ça veut dire que j'ai pris ce jeton dans l'urne 1. Pour avoir xn plus 1 égale 0, ce jeton, il a fallu que je le mette dans l'urne 2. Donc cet événement-là, xn plus 1 égale 0 et C1, est équivalent à l'événement C1 et J2. Attention, sachant xn égale 1. Pareil, sachant C2, ça veut dire que j'ai pris le jeton dans l'urne 2, et j'aimerais bien que l'urne 1 soit vide. Mais il y avait déjà un jeton dans l'urne 1. Au mieux, je ne vais pas en ajouter. Au pire, je vais en ajouter un, mais quoi qu'il en soit, il n'aura jamais 0. Donc cet événement-là est impossible. Et du coup, on doit calculer ce truc-là. Et c'est indépendant. C1 et J2 sont indépendants, même pour la probabilité xn égale 1. Et donc du coup, on obtient le produit des probabilités égale 1 quart. Pour avoir xn plus 1 égale 1, même chose, sauf que ici, si j'ai choisi C1, ça veut dire que mon jeton, il faut que je le remette dans l'urne 1. Si j'ai choisi C2, cette fois-ci, c'est possible. J'ai choisi un jeton, j'ai choisi de prendre dans l'urne 2, donc je prends le jeton qui est dans l'urne 2. Pour garder un seul jeton dans l'urne 1, il faut que je choisisse de le mettre dans l'urne 2. Et pareil, on calcule par indépendance, on obtient 1,5. Enfin, dernier cas, si on veut avoir deux jetons dans l'urne 1, bah, c'est impossible si on a choisi l'urne 1, parce que au mieux, on va en garder autant, au pire, on va en perdre un. Par contre, si on a choisi l'urne 2, il va falloir le mettre, ce jeton, le jeton que j'ai pris dans l'urne 2, il faudra que je le mette dans l'urne 1. Et donc on obtient un quart. Bon, pareil pour le dernier cas, je ne détaille pas. Après, juste montrer que pour tout n, un plus 1 égale AUN. Donc le plus simple et le plus parlant ici, c'est déjà utiliser la formule des probabilités totales. Donc il va nous donner notre P de xn plus 1 égale I. Donc on regarde. On traduit chacun de ces événements-là avec les notations d'énoncé, donc avec des AI plus 1, 1 pour celui-là, etc. Et finalement, quand on regarde notre AUN, on a cette écriture-là, qui correspond tout à fait à celle-ci. Et on va pouvoir écrire du coup que c'est notre P de xn plus 1 égale 0, P de xn plus 1 égale 1, P de xn plus 1 égale 2. Une récurrence directe nous permet d'obtenir derrière que UN égale A puissance n U0. Alors, on vous demande ici d'en déduire la loi de Xn, ce que je n'ai pas fait, et c'est pas bien, j'aurais peut-être dû le faire, mais j'avais pas spécialement envie de calculer. Alors, ce que je vous propose ici, alors bien sûr, si on veut la loi de Xn, quand on a notre UN, on peut le calculer parce que A c'est PD P-1, A c'est PD, oui, A ça va être PD P-1 ici. Donc A puissance n c'est PD puissance n P-1, et on peut éventuellement calculer ça, mais c'est, je trouve, très bourrin. Donc l'idée va être de faire ça de manière un petit peu différente, parce que finalement ce qui nous intéresse à la fin, c'est de trouver la limite L0, L1, L2, et on va faire ça de manière complètement agréable, c'est-à-dire avec un minimum de calcul. On ne va faire aucun produit matriciel pour trouver ça. Et on va par contre utiliser pas mal de propriétés sur les espaces vectoriels normés et sur la continuité des applications linéaires en dimension finie. Donc on a AN égale PDN P-1. Si on regarde la limite de D puissance n, donc c'est diag 0, 1 demi puissance n, 1. Quand n tend vers plus infini, ça va tendre vers la matrice diagonale avec 0, 0, 1 sur la diagonale. Bon, pourquoi est-ce qu'on a cette limite-là? On va utiliser ici une convergence coordonnée par coordonnée. Donc la première coordonnée, l'élément en haut à droite tend vers 0, etc. etc. L'élément au milieu tend vers 0 aussi, et l'élément en bas à droite tend vers 1.
Bon, maintenant, on va poser l'application psi, qui a m dans mn de r associe p, m, p-1, u0. Et on sait que cette application psi est linéaire en dimension finie. Donc, bon, il suffit d'écrire, elle est bien linéaire. Hein. Donc, du coup, elle est continue sur mn de r. Et du coup, comme elle est continue, j'ai mon un qui s'écrit a puissance n u0, donc p d puissance n p-1 u0, qui peut encore s'écrire psi de dn. Et pourquoi est-ce que je fais apparaître cette fonction psi, qui est continue? Pour pouvoir écrire que psi de dn tend quand n tend vers plus infini, vers psi de la limite de dn, c'est-à-dire psi de diag de 0, 0, 1. Et donc du coup ici, ben, on l'écrit, parce qu'elle est continue à cette application psi sur mn de r, donc en particulier en diag de 0, 0, 1. Et on remplace derrière psi de cette matrice diagonale par p diag 0, 0, 1, p-1, u0. Alors après, pour conclure ici, on vous demande de trouver L0, L1, L2, donc vous pouvez très bien calculer ça à la main. Mais encore une fois, j'ai pas envie de le faire. Donc je vais essayer de trouver une autre technique pour faire ça. Et je vais encore utiliser des propriétés sur l'espace vectoriel normé. Et je vais m'intéresser plus particulièrement ici à l'application phi qui a x appartenant à l'ensemble des matrices colonnes associées à x. Pareil, phi linéaire en dimension finie, donc elle est continue. Et alors ici, j'ai démontré que un avait une limite. Donc cette limite-là, c'est u qui est égal à ça. Et du coup, je vais réécrire cette limite. U, c'est la limite de un, mais c'est aussi la limite de un plus 1, du coup, vu que un plus 1 est une suite extraite. Cette limite de un plus 1, c'est encore la limite de AUN, c'est-à-dire la limite de phi de un. Et l'intérêt, c'est que phi est continu, un tend vers u, donc phi de un tend vers phi de u. Et ce phi de u égale à u. Et j'obtiens comme ça que u est égal à u. Donc U, c'est un élément de l'espace propre de A associé à la valeur propre 1. Et cet espace propre, c'est vec de 1 de 1. Donc ça veut dire que mon U s'écrit sous la forme lambda fois 1 de 1. Et enfin, pour conclure, je remarque que L0 plus L1 plus L2, L0 c'est la limite de P de xn égale 0, L1 c'est la limite de P de xn égale 1, L2 c'est la limite de P de xn égale 2. Donc la somme des trois, ça va être la limite de cette somme de trois probabilités. Ces trois probabilités, comme xn d'oméga c'est 0, 1, 2, est égal à 1. Et donc en fait, L0 plus L1 plus L2 est égal à 1. Mais L0 plus L1 plus L2, avec l'écriture qu'on a donnée ici, ça fera lambda pour L0, 2 lambda pour L1, lambda pour L2, donc ça va faire 4 lambda. Et donc on obtient que 4 lambda égale 1, donc lambda égale 1 quart. Et du coup, maintenant qu'on a lambda égale 1 quart, on trouve que L0 ça va faire 1 quart, L2 ça va faire 1 quart, et L1 ça va faire 1 demi. Alors après ici, on peut reconnaître une loi binomiale ou pas, à la limite c'est pas très important. Si on la reconnaît pas, enfin si on le voit pas directement, vous pouvez regarder quelle est la loi d'une loi binomiale de paramètres 2 et 1 demi. Écrivez, qu'est-ce que ça fait, P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, et vous allez voir, vous allez tomber sur la même probabilité.